bienvenue dans Politique. On est en direct, on est mercredi dès 19h. C'est l'entre-deux tours. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos chaînes. On est en direct actuellement sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube. Bienvenue à tous, petits polyviewers. On est ravis de vous retrouver avec Jade. Comment vas-tu? Eh ben, super, depuis il y a 2 jours. 2 jours, mais on ne se quitte plus. On se quitte plus. Bientôt, tu vas bientôt emménager à la maison. On ne parle plus que politique. Et oui, ça y est, même moi qui n'étais pas au début, de plus en plus, je ne vis que politique. Je rêve politique. Maintenant, c'est incroyable. Et puis, le deuxième tour, c'est dimanche prochain. Encore 10 jours à peu près pour faire votre choix. Si vous êtes encore indécis, on est là justement pour vous aider. Et on est en direct pendant une bonne demi-heure avec notre invité ce soir. N'hésitez surtout pas à interagir sur les réseaux, en commentaire partout, sur Twitch surtout, principalement. Venez, on va vous sonder, on va vous poser des questions dans quelques instants. Et justement, on va débattre ce soir avec notre invité que Jade vous présente tout de suite. Et comme l'a bien dit Florian, on est ravis déjà de voir qu'il y a déjà des interventions dans le chat. On espère que vous serez aussi nombreux que la dernière fois. Donc bonjour à notre invité du jour, c'est Pierre-François, conseiller régional. Bonjour Jade, bonjour Florian. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'être venu. Qui est conseiller régional du Grand Est, voilà, et pas de la Champagne-Ardenne, Lorraine, comme on l'a mis sur nos visuels. Nous, on est attaché à nos trois grandes régions, nos 3 belles régions, on va dire, et pas cette grande région. Et donc, nouvellement conseiller régional. Voilà, c'est récemment, juillet dernier, j'ai eu la chance d'être porté par la liste de Laurent Jacobelli. Et donc, j'ai été élu conseiller régional Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Et donc, on va profiter aujourd'hui de votre présence pour parler nécessairement des résultats de votre camp, mais aussi de ce que vous faites sur le terrain, de ce qui vous a amené au Rassemblement national. Et je pense qu'on va commencer avec ça. Qu'est-ce qui vous a amené à adhérer au Rassemblement national, puis à vous présenter à des élections? Alors maintenant, ça fait un petit moment que j'ai adhéré au RN quand même. Ça fait presque 10 ans, elle a 8 ans. Voilà. Donc, ce qui m'a amené, en même temps je peux me présenter, en fait, voilà, je suis né à Remiremont. Ça fait partie en fait du cheminement, en fait, mine de rien, de ce pourquoi j'ai adhéré au RN. Donc, on a dû déménager ma famille, rien de dramatique, mais on a dû donc aller à Nancy à l'âge de mes 12 ans. Mais c'est un marqueur quand même, en fait, voilà, mais c'était quand même dur, voilà, j'étais jeune. Pourquoi de passer de la campagne à la ville? Voilà, c'est ça, on passe de la campagne à la ville, en plein milieu du collège, tout début, j'étais en 6e. Donc il a fallu s'adapter, et puis c'était l'objet aussi de concentration un petit peu des banques en fait, si vous voulez. Mon père était banquier, c'est pour cette raison qu'on l'a suivi. Donc c'est une raison économique un peu, donc voilà. Et donc je suis arrivé à Nancy, j'ai fait toute ma scolarité, mes études, j'étais à la fac de lettres. J'ai été aussi au lycée Chopin, faire un BTS, donc j'ai fait culture et com pour ceux qui connaissent la fac de lettres. Et puis, tu connais? Oui, moi aussi j'ai fréquenté les bancs de la fac de lettres tout un temps. Alors c'était une super expérience, voilà, j'étais diplômé, j'ai pu aussi travailler au Crédit Mutuel à Toul. Et puis je suis revenu dans les Vosges parce que ça me manquait. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait ce cheminement. J'ai vu un peu les conséquences de la mondialisation avec les entreprises qui ferment, qui sont parties, les services publics aussi qui disparaissent. On ne parle pas des postes fermés, on peut parler de les hôpitaux quand même qui ferment, les collèges qui ferment. Tout le service public qui faisait il y avait un réel maillage, même dans les Vosges, dans toute la ruralité, il y avait quand même un maillage qui était solide. C'est ça qui m'a marqué justement à mon retour, c'est que j'avais connu comment c'était 20 ans avant, quoi. C'est-à-dire que on parlait de l'asthme tout à l'heure, j'avais un médecin spécialiste de l'asthme à l'hôpital de Remiremont. Aujourd'hui, vous l'avez plus. Il n'y avait pas trop d'angoisse pour trouver un médecin. Je veux dire, vous aviez un problème, vous aviez un rendez-vous dans la matinée. Aujourd'hui, c'est un stress. Voilà, c'est expérience personnelle. Voilà, donc ce pourquoi j'ai adhéré au RN, c'est vraiment ça, les grands marqueurs de mon engagement. C'est ce délitement, en fait, cet abandon de nos élites vis-à-vis de ces territoires. Puisque finalement, il n'y a que les grandes villes qui comptent. Je vais faire une transition, si vous voulez. Voilà, les grandes villes, c'est l'électorat un peu macroniste, et puis notre électorat, nous, essentiellement rural, quoi. Et on le voit même dans les Vosges, on voit les concentrations au niveau des votes, au niveau des zones urbaines. Voilà, ouais, c'est ça, les derniers résultats, ça se perçoit vraiment, quoi. Vous le dites bien, de toute façon, Marine Le Pen, elle a été portée
au premier tour en tête dans 22 000 communes sur les 36 000 qu'on compte en France. Oui. Et justement, moi, ma première question par rapport à ça, quelle a été votre première réaction face à cette victoire dès le premier tour? Vous avez amélioré votre score depuis 2017. Quelle a été votre première réaction? Alors j'étais très satisfait, même surpris de notre résultat, parce qu'on avait de la concurrence cette fois-ci. On avait quand même quelqu'un qui était très, très apprécié au RN en tant qu'intellectuel. On m'aurait dit ça en 2014, j'aurais vraiment eu du mal à choisir, quoi, hein, c'est clair. Donc on avait une grosse concurrence, donc il y avait quand même ce... Bon, les sondages nous rassuraient hein, quand même. Voilà, faut pas se dire, on savait quand même qu'il y avait une certaine dynamique autour de Marine qui est apparue comme la candidate écrasant les autres au niveau de ses compétences, au niveau de son image. Elle a bluffé tout le monde, hein, que même dans son propre camp. Ceux qui sont partis, je pense, ont dû Se mordre les doigts. ont dû se dire en fait non, elle était quand même super, notre championne. Donc très satisfait de voir qu'en fait on a quand même progressé. Moi je l'ai pas su tout de suite. En fait, il y avait plusieurs tendances. On était à égalité avec Macron, donc j'étais quand même très content parce que c'est vrai que c'était pas parti pour être pour qu'on soit devant. J'avais un espoir d'être devant. Je me suis dit, raisonne-toi, tu vas être déçu. C'est quand même très compliqué. C'est pas possible avec un concurrent comme Éric Zemmour à côté. Donc voilà, première réaction, très heureux déjà d'être au second tour, parce que tout le monde n'a pas eu cette chance. Les Insoumis le regrettent encore aujourd'hui, je pense. Bah, si près, oui. Ils sont à quoi, 500 000 voix de nous? 420 000. 420 000 C'est ça, ouais. Pas 500 C'est 000. la première fois. C'est aussi serré, ouais. C'est la première fois. Donc ouais, c'est très serré. Il y a eu, bon, inéluctablement, il y a eu un vote utile à gauche. Hein. Est-ce que vous avez eu un peu peur dimanche soir dans la nuit quand vous avez vu que ça commençait à se resserrer de plus en plus du côté du RN? Alors, vous avez dit non, c'est bon, on est RN. Oui et non, mais alors c'est là qu'on voit l'influence quand même des médias mainstream. C'est-à-dire que j'étais devant ma télé, oui, j'ai eu peur. Ensuite, j'ai regardé La Voix du Nord ou Vosges Matin. Et bon, je voyais quand même que l'écart de voix était considérable. Il y avait quand même plus d'1 million de voix d'écart. Okay. Alors, on savait quand même que les grandes villes, les grandes métropoles continuent à dépouiller. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des endroits où Jean-Luc Mélenchon est très fort. Et donc, j'avais un peu peur. Effectivement, je me suis couché beaucoup plus tard que prévu. Oui, on l'a vu. Et même nous, on s'est dit, il y a peut-être une avoir une surprise en plein milieu. Oui, puis là, c'est le cauchemar, quoi. Pour nous, voilà, c'est un choix cornélien. Du coup, je me mets à la place des électeurs de gauche. Enfin, des électeurs de gauche, ou en tout cas qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, voilà, pour certains, le choix doit être très compliqué. On espère les convaincre le plus possible. Quoi. Justement, on porte à 20% les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient se porter vers un vote du Rassemblement national. Ouais. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter contre Marine Le Pen, pas pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen. Comment vous pensez qu'on peut convaincre ces électeurs-là de voter pour vous? C'est la casse sociale d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai envie de les convaincre en leur disant qu'ils ont une fausse image de nous. Quoi. En fait, à chaque fois qu'on discute un petit peu, avec plein de sujets, on est pour. En fait, je veux dire, avec on tombe d'accord en tout cas. On peut trouver des compromis. Et puis, il y a quand même des projets forts chez Marine, dans notre programme. La retraite à 60 ans. Ça, quand même, ça doit parler aux gens de gauche, à ceux qui travaillent, qui sont en activité aujourd'hui, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, votez pour nous. Qu'est-ce qu'il risque? Il ne risque strictement rien, il risque que d'avoir la certitude de partir à 60 ans. Parce qu'avec Emmanuel Macron, c'est pas 64, 65, enfin, il disait 65 et puis il est en train de revenir dessus, il a bien compris que c'était un peu quand même une bêtise, je pense. Mais on parlait quand même de 67 ans. À un moment, enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont arrivés même très tard sur le marché du travail, je pense à des gens qui ont fait des études, 8 ans d'études, qui arrivent sur le marché du travail à 30 ans. Eux, c'est sûr que s'ils veulent une retraite pleine, c'est déjà 67 de toute façon. C'est clair. Ouais, c'est ça. Alors, de toute façon, c'est compliqué. Alors, l'espérance de vie augmente. Est-ce qu'elle augmentera toujours? Enfin, je veux dire. Surtout que l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas parfois. Exactement, c'est ça aussi. L'expérience de vie en bonne santé, elle augmente pas. Non, pas du tout. On est déjà là, je suis déjà asthmatique et tout. Moi, il faut que je sois. Non, il faut. Je veux dire, des gens qui ont des métiers pénibles, c'est absolument important. D'ailleurs, c'est une déconnexion du terrain absolue, en fait. N'importe qui fait un métier manuel est quand même exténué. Enfin, je veux dire, même homme de ménage ou même des métiers, c'est usant. Je veux dire, serveur, je parle même pas du bâtiment. Voilà, c'est usant. À 60 ans, c'est terminé. En plus, la moitié des gens qui partent en retraite sont déjà plus en activité.
Alors ça fait quoi? On va les laisser complètement précaires avec un minimum vieillesse à la fin? Enfin, je veux dire, c'est la pauvreté tout ça. Donc c'est ça que j'ai envie de dire aux gens de gauche qui ont voté sur Jean-Luc Mélenchon. Nous, on porte ce projet social, voilà. Et en plus, il est crédible puisque Jean-Luc Mélenchon proposait la même chose. Oui, c'est ça. De toute façon, Mais c'est le repoussoir qui a le plus chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est la retraite à 65 ans, le nouveau RSA et les nouvelles conditions de vie des enseignants. C'est ce qui, en soi, est le plus favorable pour vous. ouais. Donc, Et moi, j'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de déconnexion du réel. Et je disais tout à l'heure que Marine Le Pen a été portée en tête dans 22 000 communes. Et comment vous pourriez expliquer la contradiction entre le fait de parler à autant de gens, au peuple, et pour autant d'avoir si peu de maillage territorial, si peu d'élus locaux? c'est-à-dire, oui, avoir de si bons résultats, de porter un projet qui est majoritaire dans le pays, et on a des difficultés au niveau de l'implantation. C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, on se fait souvent piller nos élus. On a malheureusement des élus qui sont élus grâce à cette étiquette RN très puissante, et puis Qui change de camp après. qui changent de camp, oui, mais qui ne tiennent pas forcément la route. Il faut porter le mouvement, on n'est pas tout seul. Donc c'est aussi la difficulté de trouver donc, des candidats. Justement, ce sont des classes populaires qui ont un travail, un vrai travail. Ils doivent se lever tôt le matin, ils sont fatigués. Ils n'ont pas le temps de penser à une carrière politique, en fait. Et bon, la plupart se brûlent les ailes, en fait. Ils ont des difficultés à trouver des financements. Enfin, il y a beaucoup de barrières. Alors le RN, c'est un parti politique qui les prend en charge, qui permet justement à ces personnes-là de pouvoir se présenter. Et on a toutes les difficultés du monde pour qu'une candidature arrive au bout et que ça se passe bien. Parce qu'en fait, les barrières, les bâtons dans les roues sont nombreux. Alors on en a plein. On est sur la présidentielle, on peut parler des parrainages. Les parrainages, on a une énorme difficulté à trouver des maires qui souhaitent nous parrainer. Alors parrainer n'est pas soutenir. Alors, on a fait une grande pédagogie là-dessus pour expliquer aux maires, attention, vous le permettez juste à 11 millions d'électeurs de s'exprimer. Voilà, hein, et donc pas mal d'élus l'ont compris, de toute façon à la fin, voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours une ambiguïté, vous les aurez, mais on les a pas, quoi, hein, je vous dis, je vous promets, on ne dormait plus les nuits. Ah ben oui, c'était jusqu'à la dernière On minute. les a pas, et puis il fallait les avoir par nous-mêmes, alors que pourtant on est complètement dédiabolisé, donc en fait le problème du parrainage est bien ailleurs, en fait, il y a aussi des pressions politiques, puisque les communes, pour financer, je sais pas moi, le parc pour enfants, ils ont besoin de subventions, ils ont peur que ce soit un petit peu pas officiel, si vous voulez. Officiellement, on va jamais leur dire qu'il n'y aura pas de subvention. De toute façon, c'est interdit. Hein. Le tribunal administratif a déjà condamné les communes les grandes collectivités qui supprimaient des subventions pour une commune qui n'était pas de leur bord politique. C'est arrivé à Sanchez, à Beaucaire. Donc ça fait jurisprudence et c'est terminé. Maintenant, il y a un dispositif, c'est telle catégorie, et la commune y a droit, point barre. Mais il y a toujours un petit peu cette persécution qui est faite pour nous, quoi. Et, ensuite aussi, on a une persécution bancaire, on a des difficultés à trouver des financements pour nos candidats. Ne serait-ce qu'ouvrir le compte de campagne, c'est difficile. Voilà. Pour vos candidats et pour votre candidate surtout. Et pour notre candidate, voilà. Et puis c'est toujours le jeu pervers. Alors, pareil, voilà, les parrainages, on nous dit vous allez les avoir, si vous les avez pas, c'est que vous êtes nuls. Pardon, mais c'est faux. Il y a d'autres candidats. Voilà, nous, on a vraiment plus de difficultés que les autres. Et puis pareil pour le financement. Donc, les banques ne nous prêtent pas d'argent, on va chercher ailleurs et puis on dit bah oui, vous faites financer à l'étranger. Et c'est ça, c'est une question qui est intéressante là. De rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez que du coup, comme le parti veut gouverner la France et tout, d'aller chercher justement des financements à l'étranger, est-ce que c'est pas un peu en contradiction justement avec les valeurs que le Rassemblement national veut faire? Vous avez la réponse, en fait, ça c'est pervers parce que les banques françaises ne nous prêtent pas. Donc nous sommes obligés et après on vient nous dire vous vous rendez compte, vous prenez le Made in France, le Faire France, vous ne vous financez pas en France. Les banques françaises ne prêtent pas d'argent au Rassemblement national. Et en plus, on est obligé d'aller à la Banque de France qui désigne une banque pour avoir nos propres comptes, c'est-à-dire vivre tout simplement, quoi.
Et j'ai envie de saluer quand même un petit peu François Bayrou qui est assez attaché à ça. Et je pense que c'est une promesse qui avait été faite il y a 5 ans, qui n'a pas été tenue. Et elle mériterait vraiment d'être tenue. Enfin, je veux dire, que fait la Banque de France? Elle ne sert plus à grand-chose. Maintenant, c'est la Banque centrale qui a repris le rôle de la Banque de France. Moi, je trouve que ça serait une belle... on a déjà l'établissement, ça pourrait être la Banque de la démocratie, et ce serait cette banque-là qui financerait tout simplement tous les candidats. C'est une idée, je pense, qui est soutenue par quelqu'un qui a soutenu quand même Emmanuel Macron, mais ils ne le font pas. Je pense que ça les sert quand même un petit peu. Voilà, il y a quand même une voix aussi. Voilà, je pense qu'il y a quand même une petite volonté quand même de nous titiller un peu, voilà, de nous laisser un petit peu galérer. On va justement se tourner vers nos viewers qui sont là de plus en plus nombreux. Je vois que ça monte, ça arrive. Il y a pas mal de questions, donc justement on va s'intéresser et faire un échange dès maintenant avec vous. On vous a mis une petite question, n'hésitez pas à y répondre également, un petit sondage. Est-ce que vous, qui nous regardez ce soir, êtes-vous satisfait ou non des candidats qui se trouvent au deuxième tour? On s'adresse aux jeunes, on sait que Jean-Luc Mélenchon est arrivé loin devant, justement chez les moins de 35 ans. Question de Paul sur le chat. Et si Marine est élue présidente, pensez-vous qu'elle va pouvoir former une majorité à l'Assemblée? Je pense que ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Nous, on pense que oui, parce qu'il y a des dynamiques. Si elle gagne la présidentielle, l'électorat qui a gagné, qui a remporté l'élection, se remobilise aux législatives. Et on passe 300 députés. Alors, c'est nous de campagne quand même. Il y a quand même des élus qui sont très bien implantés, qui connaissent parfaitement leur circonscription. Donc, il faut rester modeste. C'est possible qu'il y ait des circonscriptions qui soient conservées chez les Républicains, malgré l'échec de Valérie Pécresse. Du côté d'En Marche, l'implantation est quand même moins peu forte. plus compliqué. Alors, ils vont peut-être pouvoir compter sur des gens qui les ont ralliés, qui sont bien implantés quand même. Ils arriveront à avoir un groupe à l'Assemblée. Mais oui, je pense qu'on aura notre majorité. De toute façon, il y a beaucoup d'élus LR en réalité qui seraient d'accord de gouverner avec nous. Oui, justement, c'est ce que Et puis, il y aura un appel. Donc, Marine, présidente, va avoir un gouvernement quand même d'union nationale. Elle le dit. Donc, il suffit qu'il y ait une alliance, puis la recomposition sera totalement faite. Du coup, on aura eu les deux. On aura eu les mondialistes, puis on aura eu les patriotes de... On espère voir les patriotes dans 10 jours. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre justement? On a Laura qui pose une question, qui fait plutôt une affirmation, qui dit que beaucoup de jeunes aujourd'hui associent Marine Le Pen au racisme. Et ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre justement à ça? On a le sentiment quand même que sur cette campagne, c'est quand même pas mal adouci si on regarde justement ses premières candidatures depuis 2012. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors moi, j'arrive pas, je vois pas d'où vient cette image en fait. De son père. De son père. Alors, bonne. Là, si vous me collez, alors là, c'est. Non, ouais, mais je veux dire, moi, j'ai mon père qui votait pas comme moi. Voilà, oui, donc c'est la fille de son père. Alors, donc ça veut dire que le racisme, ce serait de père en fils ou de père en fille. Non, en fait, on essaie de coller cette étiquette pour nous diviser, en fait, justement, les classes populaires. On a un prisme à gauche, un prisme à droite. Donc c'est une étiquette qui lui est collée de manière injustifiée, parce que c'est pas parce qu'on veut réduire l'immigration, il y en a qui en Australie c'est immigration zéro. En quoi c'est raciste? C'est ridicule. Marine fait un score énorme à Mayotte. 45% à Mayotte. La confession des Mahorais, c'est musulman par exemple. À 95%. Ils votent Marine parce que l'immigration, ça leur pose un réel souci là-bas. Parce qu'elle est massive, incontrôlée, et ça crée des tensions, et ça crée du racisme, justement. En fait, quand les règles sont pas claires, automatiquement, les choses ne se passent pas bien, et il y a des tensions qui se créent, il y a un bout de gâteau, tout le monde c'est n'importe quoi, et puis de règles. Bon, voilà, c'est mon opinion. Et en fait, Marine, elle est juste... en tout cas, le Rassemblement national est carré là-dessus. C'est pour ça qu'on nous stigmatise, toujours dans un camp pour nous diaboliser. Mais c'est tout. Voilà. Est-ce que vous considérez d'extrême droite du coup, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment? Vous avez remarqué que je n'ai pas voulu le dire. Oui, c'est ça. C'est une vraie Alors, question. Pas du tout. C'est une étiquette qui est comme le racisme, qui est complètement injustifiée. D'habitude, je me fâche quand on me traite d'extrême droite parce que j'estime qu'on se casse quand même les cacahuètes à faire des marchèvres, on va vers les gens, on est ouvert, on colle nos affiches, on ramasse même ceux qui arrachent les affiches, on les ramasse, on les met à la poubelle, un petit geste écologiste en même temps.
On répond jamais aux agressions. On se fait agresser. Vous avez vu pendant la campagne, que ce soit Reconquête ou nous, on s'est fait agresser. Voilà. On ne répond jamais. Il n'y a aucune violence, on n'a jamais monté de milice. Est-ce qu'on a fait pression? Est-ce qu'on a été voir des journalistes en leur disant si vous ne posez pas les bonnes questions, on vous chope à la sortie? Enfin, je veux dire, il n'y a aucune violence, il n'y a rien, c'est absolument injustifié. Et en plus, dans la recomposition politique actuelle, il n'y a plus de droite et de gauche, donc je ne vois pas en quoi on serait d'extrême droite. Alors en ce cas, Macron est d'extrême centre, il est extrêmement mondialiste, et nous on est extrêmement français, voilà, si vous voulez. Moi, là, j'avais une autre question, mais là ça m'en nourrit une autre. Moi, la question que j'aurais, c'est pourquoi il pourrait avoir un prisme à l'extrême droite et l'extrême gauche serait plus républicaine que l'autre, quoi. Voilà, très bonne question, puisque historiquement, c'est la même catastrophe des deux côtés. Et en plus, l'extrême droite, en réalité, c'est un petit peu de l'extrême gauche, parce que bon, on va pas faire un cours d'histoire, mais qu'on regarde que ce soit le fascisme ou le nazisme, bon, j'allais être très court là-dessus. Je veux dire, pour moi, ça vient un peu d'extrême gauche, c'est de l'histoire. Voilà, le mouvement de Mussolini, c'était de l'extrême gauche. Les travailleurs allemands, c'était l'extrême gauche. Voilà. Et ils ont fait, que ce soit les communistes aussi, Staline a fait tout. Il a fait le goulag, il a fait de la discrimination, il a tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tué, ils ont muselé la presse, ils ont attaqué les parlementaires, que ce soit extrême gauche ou extrême droite. Mais bizarrement, effectivement, L'extrême gauche petit joker pour l'extrême gauche. Maintenant, je pose la question que je voulais poser tout à l'heure. Quand vous avez parlé de diabolisation et d'étiquette, moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que les médias, quand ils utilisent ne serait-ce que la phrase « Est-ce que Marine Le Pen peut-elle gagner ?» plutôt qu'une phrase de type « Emmanuel Macron va-t-il être réélu ?» Est-ce que ce n'est pas déjà une orientation de nos médias et justement coller une étiquette diabolisatrice sur Marine Le Pen? Oui, parce que dans le sens de la question, est-ce qu'elle peut gagner? Oh là là, vous vous rendez compte? On joue à faire peur, en fait. Hein. Donc c'est une méthode qui est assez bien connue. Maintenant, je pense que les Français ils commencent un peu à... Ils sont rodés. Ils sont un peu rodés, ouais. Donc effectivement, est-ce qu'elle peut gagner? Attention, vous vous rendez compte, si elle gagne, peut-être qu'on va être attaqué par un nuage de sauterelles, peut-être que le soleil ne se lèvera plus demain matin. Justement, le sondage dit là aujourd'hui... Alors que si on gagne, les taxes baissent, la retraite à 60 ans, enfin c'est la fête, quoi, franchement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un dernier sondage qui est apparu, donne Emmanuel Macron vainqueur avec 53% et Marine Le Pen à 47% pour 1091 sondés. Vous en pensez quoi, vous, de ce sondage? Parce que 47,5. Ça vraiment, ça se Le dernier, resserre. c'était 47,5. Ok. Non, mais sur un sondage, on est passé 48 à 40. Oui. Bon, après, bon, pour les instituts de sondage, il y en a énormément, donc après, ils sont toujours un petit peu... Mais on reste dans cette tendance-là. Ouais. Et vous en parlez tout à l'heure, au début d'émission, vous avez suivi justement les sondages pour le premier tour, oui. Et justement, vous avez dit ils ne sont pas tellement trompés, puisqu'ils avaient donné déjà Emmanuel Macron et Marine Le Pen vainqueurs pour ce second tour. Et là, aujourd'hui, vous avez envie d'y croire aussi à ces sondages? En fait, je pense que dès que les Français ils ont eu le premier tour, donc ils retournent un petit peu à leurs occupations. Alors du coup, ils n'écoutent pas forcément nos propositions. Donc je pense de manière consensuelle, oui, non, quand même, vous avez raison. Mais on voit qu'à chaque fois, à la fin, quand on rapproche l'élection, le deuxième tour, il y a quand même une dynamique qui se crée, quoi. Moi, je pense qu'il y a un petit soufflet qui retombe quand même. Semaine. Voilà, il va retomber un petit peu cette semaine. La semaine prochaine, on va avoir un excellent débat mercredi. Mercredi soir, oui. Que tout le monde va regarder. La France va être scotchée. Deux excellents débats. Deux excellents. Deux excellents en direct. Là, on vous l'annonce directement. On sera en direct et on aura deux invités. Un du camp d'Emmanuel Macron et puis un autre du Rassemblement National. Et ça, c'est à 19h mercredi prochain, juste avant le grand débat qu'on suivra tous, bien sûr, avec grande attention. Parce que c'est attendu, là. Marine Le Pen, elle est attendue. Ouais. Et la dernière fois... Il y aura un débat local et un débat national, du coup. C'est ça, exactement. Mais là, dans le parti, ça a appréhendé un petit peu parce que justement, avec la sortie de route, on peut le dire comme ça, que Marine Le Pen a fait en 2017, là, on a l'impression, j'ai lu des choses aujourd'hui, qu'elle se rôde un petit peu plus pour justement y être. Bon, on avait mis ça sur le coup de la fatigue, hein, quand on l'avait vu face à Baba chez Cyril Hanouna. Elle avait dit que c'était la fatigue. C'est assez justifiant, on le voit d'ailleurs avec les autres candidats, avec leur primaire par exemple. Ils se crament en fait. Et après, on voyait que les autres candidats étaient capoutes les 15 jours avant le dernier sprint final, quoi. Donc là, c'était une erreur de stratégie finalement. Hein.
Même elle avait aussi reconnu qu'elle avait parlé trop du projet d'Emmanuel Macron que de son projet à elle. Voilà. Et puis de toute façon, on est très confiant. Enfin, je veux dire, elle a été magistrale jusqu'à maintenant. Donc là, elle fait justement comme elle l'entend. Donc elle est très à l'aise. Elle a beaucoup d'expérience. Et puis elle est face à quelqu'un qui a un bilan ce coup-ci. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, il y a un bilan cette fois-ci. Donc c'est pour ça qu'on est très confiant et on y croit. Puis il nous reste qu'un jour à rêver, alors il faut y aller de toute façon. Ouais, ça va venir vite. Parce qu'après, si la nouvelle est mauvaise, ça va être un peu la déprime pour un petit moment, je pense. Est-ce que vous ne pensez pas que, quand bien même Marine Le Pen n'accède pas à la présidentielle, un bon score pourrait quand même impulser une dynamique sur le Rassemblement national? Oui, de toute façon, on va la gagner. Hein, là. Moi, je pense vraiment qu'on va gagner. Si on ne gagne pas, on risque de gagner quand même un petit peu. En fait, on ne peut pas perdre vraiment. En fait, voilà. Oui, c'est ça. Cette fois-ci, je pense qu'on a aussi convaincu pas mal d'électeurs qui se déplacent quand même souvent aux urnes. Donc on a quand même gagné dans des catégories sociales qu'on ne touchait pas spécialement avant. Donc ça devrait se transformer quand même à cette fois-ci un groupe à l'Assemblée. Enfin, c'est quand même dingue qu'on n'ait pas de groupe. On va parler de la proportionnelle, mais il nous faut à tout prix un groupe après, quoi. Je veux dire, même si on perd, il faut qu'il y ait un groupe RN. C'est ça, c'est la survie du parti qui en dépend. Un groupe à l'Assemblée nationale, c'est la Je meilleure dirais pas communication. Que ça survit quand même, non. On survivra largement, on a quand même énormément d'élus, on a gagné, on a 300 élus régionaux. Non, on a quand même... Non, on va survivre largement, oui. Et il parlait de sondage tout à l'heure, et moi, quand bien même je ne sois pas spécialement attachée au sondage, et justement, je vous pose une question là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que les sondages mettent à mal les convictions profondes des électeurs Ouais, intéressant. C'est vrai que normalement, c'est une photographie de l'instant T, hein, le sondage. Et là, je trouve que ça a quand même... j'ai un peu mal au cœur pour les petits candidats, entre guillemets. C'est pas des petits candidats, ils ont tous des sujets à apporter très utiles, hein, en fait. Et du coup, ils ont tous bouffé le vote utile, quoi. Ils sont tous fait écraser par le vote utile. On le voit chez les communistes. D'ailleurs, bon, ça a double tranchant parce qu'il aurait pu être au deuxième tour, mais bon, ils n'avaient qu'à s'entendre avant. Mais oui, du coup, les sondages ont quand même un petit peu biaisé l'élection. Tout le monde, même pour Emmanuel Macron, finalement, peut-être que Pécresse, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas de sa faute finalement. Parce que, justement, c'était une question dans le chat. Ouais. Donc, j'ai qu'à répondre tout de suite. Allez-y, oui. Donc, Manuel Pécresse, j'avais dit. Non, c'est un mix. Bon, c'était un peu pas la même chose quand même, faut le dire, voilà. Mais du coup, elle s'est fait quand même siphonner ses voix, voilà. Oui, pour le vote. Bah, après, il y a eu peut-être une mobilisation du camp mondialiste pour qu'Emmanuel Macron soit au second tour. Peut-être qu'ils ont eu peur qu'il soit pas au second tour. Il y a eu peut-être cette crainte à un moment, ou cet espoir pour moi. Mais... Et justement, vous avez dit ce camp mondialiste, et tout à l'heure vous disiez il n'y a plus de droite, plus de gauche. Est-ce que les deux camps, maintenant, c'est le camp mondialiste, progressiste, libéral, et le camp nationaliste, souverainiste, qui est certainement incarné plus par le Rassemblement national? Donc nous, on préfère dire le camp patriote qui est attaché à la nation. Donc, le vrai nationaliste, c'est plutôt négatif. Non, c'est quand même négatif. C'est connoté. C'est connoté. Mais c'est le camp populaire, voilà. On a appelé au Rassemblement populaire, nous. Voilà. Donc à côté du Rassemblement populaire contre les élites, en fait, mondialisées, qui ne défendent plus les intérêts de la France. Et des Français, pour le coup. Donc, moi, ça me déconce. Et donc c'est ce clivage-là qui a été installé, en fait, depuis 2017, mais qui existe depuis très longtemps, finalement. Oui. C'est Philippe Séguin qui disait la gauche et la droite sont deux détaillants qui se fournissent au même grossiste, l'Europe. Donc en fait, depuis qu'on a créé l'Europe, on avait déjà ce système un peu biparti qui regrette maintenant la gauche et la droite, hein, bien sûr. Ils regrettent ce système parce que c'était la bonne entente, quoi. C'était un équilibre, voilà. Mais sous le terrain, c'est pas ça qui en ressort, quoi. Et justement, en parlant d'Europe, c'est vrai que c'était un enjeu majeur pour Marine Le Pen, la sortie de l'Europe, ou d'envisager un Frexit. Et là, c'est ce que le camp de Macron lui reproche, de penser d'envisager un Frexit si elle était élue. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez abandonné au Rassemblement national? Oui, puisque l'Union européenne, c'est aussi basé par rapport à la monnaie, enfin, c'est l'euro en fait. Aujourd'hui, sortir de l'euro, ça implique une grande inquiétude chez les Français et c'est justifié. Et on a d'autres priorités en réalité. D'ailleurs, je crois que j'ai écouté la conférence de presse de Marine cet après-midi. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Elle parlait de... La politique étrangère. Ouais.
Elle parlait de réduire en fait ce qu'on donne à l'Union européenne. Oui. Ça m'arrive souvent, des fois je veux dire un truc et ça s'en va. Donc en fait on donne 17 milliards à l'Union européenne, on en récupère que 7, 9. Et bon, on va un petit peu serrer la ceinture de l'Union européenne, ouais, tout simplement, on va réduire un peu ce qu'on lui donne. Donc c'est une manière de rester dans l'Union européenne, de continuer à travailler avec les partenaires européens et puis d'envoyer un signal quand même. C'est-à-dire négocier, ne pas se laisser embarquer par l'Allemagne, voilà, pour faire court. Ça donne quand même l'impression que toutes les réformes européennes, toutes les propositions européennes sont quand même impulsées par l'Allemagne, elles sont bénéfices largement. Bah déjà sa création, l'euro. C'est ça le problème, on voudrait en sortir. Voilà, c'est ça. Il y avait une question par rapport aux 7 ans, parce qu'on a mis une question justement sur un sondage par rapport au temps du mandat du président, parce que Marine Le Pen s'est exprimée dessus aujourd'hui ou dernièrement, justement pour rétablir les 7 ans, et je crois que même Emmanuel Macron est favorable à ça, mais Marine Le Pen, elle, dit qu'on pourrait faire qu'un seul mandat et justement qu'on ne puisse pas se représenter derrière. Vous en pensez quoi, vous? C'était dans notre programme, c'était un septennat non renouvelable. Et visiblement, Emmanuel Macron, c'est renouvelable. Si j'ai bien compris. Oui, lui, il a dit que c'était renouvelable. Alors, et ça, c'était pas du tout dans son programme, alors nous, on est quand même plus cohérents, on l'a quand même dit avant, et il nous pique l'idée, quoi. Mais alors après, moi, je suis un peu effrayé par cette idée-là dans la tête d'Emmanuel Macron, parce que moi, j'ai quand même peur qu'il en refasse 2, quoi. Ouais. Alors, il a dit oui, non, pas pour ce mandat-là, évidemment. Ok. J'ai pas envie d'en avoir pour 14 ans, donc c'est pas une bonne idée dans sa bouche, ça me fait peur. En tout cas, le septennat unique est quand même une bonne idée, puisqu'on sort un petit peu du couplage entre les législatives et l'élection présidentielle, qui a enlevé un petit peu ce qui fonctionnait bien au niveau des institutions, c'était la cohabitation. Ça faisait un peu les mi-termes qu'on a aux États-Unis. On avait un président, puis si le bilan n'était pas bon, on lui changeait sa majorité. Et on avait un autre gouvernement. C'était quand même un peu plus démocratique. La 5ème République fonctionnait bien comme ça. Ouais. Elle ne fonctionne plus bien du tout, on le voit. Là, si Emmanuel Macron repasse, c'est Gilets jaunes, puissance 10 avant la fin de l'année. Mois de septembre, récession, inflation. Et pourquoi vous pensez que les Gilets jaunes ne sont pas réintervenus justement après cette hausse du pétrole là, dernièrement? Parce que ça a explosé encore plus que la dernière fois. Mais c'était économique. Alors que là, à cause de la guerre en Ukraine, vous avez l'impression que... Bah, ça montait avant la guerre en Ukraine. Ça n'a rien à voir. Oui, ça a commencé à augmenter, mais ça a déjà commencé à augmenter. Mais c'était une taxe, oui. Mais je suis pas sûr que ce soit encore à cause de la guerre en Ukraine, puisqu'on a encore le pétrole russe qui arrive, avec le gaz et tout. Donc pour le moment, c'est une inflation qui couvre depuis un petit moment. Et c'est une conjoncture économique qui empiète sur le pouvoir d'achat des Français, mais c'était pas une taxe. Là, c'est qu'ils leur mettent une taxe écologique. En gros, les Français ont dit stop les taxes. Ils ont raison, parce qu'on a déjà la taxe sur la taxe déjà. On a la TICPE et après on a la TVA qui se rajoute dessus. Sur le total avec la TICPE, donc c'est quand même. On voit bien que ça fait une marge énorme, à la fin, c'est comme le prix des cigarettes finalement. C'est ce que Marine Le Pen veut faire, elle va baisser justement la TVA de 20 à 5% pour établir ce pouvoir d'achat aux Français. Même à zéro sur certaines le produit alimentaire, sur les produits de grande nécessité. Alors c'est quasiment la fin de l'émission, c'est la fin de l'émission, j'ai envie de dire, et j'ai envie de vous donner la parole 60 dernières secondes pour convaincre surtout les jeunes, puisqu'on voit bien que les jeunes sont partis plutôt du côté de l'extrême gauche, même si vous n'aimez pas ce terme d'extrême, mais extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, donc je vous donne la parole, allez-y, pour justement les convaincre peut-être de vous rejoindre dimanche prochain. Bon, je vais donner un élément du programme. Pour les jeunes, c'est simple, on va supprimer l'impôt sur le revenu jusqu'à au moins de 30 ans. Donc déjà, c'est une mesure forte. Je trouve que c'est quand même une très bonne mesure, puisque quand on se lance dans la directive, on a quand même pas mal de choses à acheter. On a la découverte aussi, la première fois qu'on paye ses impôts, ça fait mal quand même. Donc, je trouve que puis ça peut aussi pousser à l'entrepreneuriat aussi pour les jeunes, qui puissent créer, qui puissent un peu respirer, puis s'engager dans tous leurs projets. Voilà, donc une mesure comme ça, et puis penser aussi à leur avenir, à leur pouvoir d'achat, oui, avec l'ensemble des mesures qui sont proposées. Avec Emmanuel Macron, ça sera plus de précarité, on a vu avec les APL. Donc voilà, regardez un peu ce qui se passe chez Emmanuel Macron, d'ailleurs les jeunes ne votent pas pour lui du tout.
Et penser que l'avenir sera quand même plus beau avec Marine, vous pouvez lancer dans la vie de manière sereine et faire des projets. C'est important quand on est jeune. Et en plus, ils auront plus d'argent et pour j'allais dire une petite blague, je vais le dire après. Non, si, faites votre blague, c'est le moment, c'est la fin. Non, c'était pour faire un rappel avec un petit clin d'œil au 1617 quand ils jouent aux jeunes et puis vous pourrez aller chez le coiffeur. C'est important pour C'est dit, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter cette fois-ci. On se donne rendez-vous dans une semaine pour ce débat que nous allons créer avant le grand débat, bien entendu, avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Rendez-vous à 19h la semaine prochaine avec nos invités qui seront Sébastien Albert pour le Rassemblement National et Cédric Axer pour La République En Marche. Voilà, le rendez-vous est donc donné. Merci d'avoir été aussi nombreux. Désolé pour ces petits problèmes de micro sur la fin de l'émission. Promis, ce sera réglé pour la prochaine émission. En attendant, eh bien, écoutez, continuez à rester connectés sur les réseaux sociaux de PoliTwitch. On essaiera de vous tenir informés avec des petites vidéos sur les réseaux cette semaine jusqu'à mercredi prochain avec Jade. On ne vous quitte pas. N'hésitez surtout pas à nous écrire également si vous avez des interrogations ou autres. On y répondra avec grand plaisir. En tout cas, merci à notre invité d'être venu ce soir débattre avec nous. Merci encore, merci à vous de votre fidélité. Et à très vite. Bonne soirée à tous. Salut Jeanne. Salut, ciao.